Salut à tous et bienvenue pour cette édition spéciale de décryptage, une autopsie en direct de la parole présidentielle. Emmanuel Macron s'est livré à un exercice de haute voltige, répondre aux Français, ou du moins tenter de les convaincre que le navire France, malgré les tempêtes qu'il énumère complaisamment, ne prendrait pas l'eau de toutes parts. Préparez-vous, car nous allons soulever le capot et regarder ce qui se cache réellement derrière les discours bien rodés. Le défi des défis, selon ses propres termes, est de rester libre, une liberté qu'on nous vante alors que beaucoup se sentent de plus en plus contraints. Alors, libre de quoi et à quel prix? C'est la question qui hante cette soirée. D'entrée de jeu, le ton est donné par une réalité brutale. 69% des Français estiment que le pays change plutôt en mal. Face à ce désaveu cinglant, notre président, aux commandes depuis ce qui semble une éternité pour certains, a une explication toute trouvée, le fameux pessimisme français. Une sorte de maladie nationale chronique qui empêcherait nos concitoyens de voir la lumière au bout du tunnel macronien. C'est pratique, le pessimisme. Ça évite de trop se remettre en question. Il égrène les crises. Gilets jaunes, Covid, guerre en Ukraine, inflation. Un chapelet de misère qui justifierait tout. Et pourtant, il l'assure, la main sur le cœur, on a repris du muscle, on a recréé de l'emploi, on a commencé à réindustrialiser le pays. Des affirmations qui sonnent creux pour ceux qui voient leur pouvoir d'achat fondre et les usines fermées à côté de chez eux. Le muscle présidentiel semble bien sélectif. Et puisque le président aime tant se draper dans la toge du chef de guerre, abordons l'Ukraine. Ce qui se joue en Ukraine, c'est notre sécurité, c'est la paix sur notre continent. Des mots forts, grandiloquents. La France se veut le fer de lance de l'Europe. Mais pendant ce temps, la Corée du Nord, ce phare de la démocratie mondiale, fournit plus d'obus à la Russie que toute l'Union européenne à l'Ukraine. Un journaliste a eu l'outrecuidance de le souligner. Réponse embarrassée, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, on ne peut pas se dépouiller de ce qui est nécessaire à notre propre sécurité. L'économie de guerre, annoncée tambour battant, semble avoir quelques ratés à l'allumage. Un patron d'entreprise, sans doute un de ces éternels pessimistes, lui a d'ailleurs lancé « On n'y est pas tout à fait et même pas du tout ». On a beau nous dire qu'on a doublé le budget de nos armées, que la production de canons César et de Rafale a triplé, la question demeure, où sont les résultats concrets sur le terrain ukrainien? Et cette idée d'étendre la dimension européenne de notre dissuasion nucléaire? Fascinant. Qui paiera la note? Qui aura le doigt sur le bouton? Le président se dit prêt à ouvrir cette discussion. On attend avec impatience le cadre qui sera défini dans les semaines et les mois qui viennent. Encore une promesse en l'air? Revenons sur notre sol, si vous le voulez bien, et parlons chiffres, les vrais, ceux qui fâchent. La dette publique, de 2200 milliards, nous sommes passés à 3300 milliards. Une paille, une augmentation de 1100 milliards sous sa gouverne. Le président assume totalement jusqu'au bout du bout le quoi qu'il en coûte face au Covid. C'est noble. Mais il ose affirmer que nous n'avons pas eu ces 5 dernières années une gestion qui a fait que c'était totalement fou. Les magistrats de la Cour des comptes, eux, parlent de dépenses publiques en roue libre. Qui faut-il croire? Le capitaine du navire ou ceux qui mesurent les voies d'eau? Et bien sûr, pour éponger tout ça, pas question d'augmenter les impôts des Français. Non, ce serait trop simple, on va maîtriser les dépenses. On se demande bien lesquelles quand on voit que le modèle social et la dynamique de la dépense sont pointés du doigt par le président lui-même. C'est un peu comme accuser le thermomètre de donner la fièvre. Et les entreprises dans tout ça? Une représentante de la CGT a eu le front de lui rappeler « Vous avez déversé des millions d'euros de cadeaux aux entreprises sans condition ni contrepartie ?» Aujourd'hui, c'est le chômage qui repart en flèche. Réponse présidentielle. Outré. Ça n'est pas vrai. Il brandit ses 2,22 millions d'emplois créés depuis 2017, ses 300 sites industriels nets. Des chiffres, encore des chiffres. Mais que valent-ils face à la détresse des salariés d'ArcelorMittal, par exemple, qui voient leur avenir s'assombrir? Faut-il nationaliser? Non, tranche le président. Ce serait dépenser des milliards d'euros. L'argent public est décidément une denrée à géométrie variable. On préfère mettre en place des clauses de sauvegarde, protéger le marché européen. De belles intentions qui tardent à se concrétiser pour ceux qui perdent leur emploi. Même son fameux modèle de l'apprentissage, passé de 250 000 à près d'1 million d'apprentis, combien de ces jeunes trouvent un emploi stable et correctement rémunéré à l'issue? Ah, la réforme des retraites, ce chef-d'œuvre de concertation sociale. 68% des Français sont pour un référendum afin de l'abroger. La réponse présidentielle fuse lapidaire, non. La démocratie, c'est bien, mais quand ça arrange. Il n'y a pas de recette magique, nous explique-t-il doctement, pour trouver les 15 milliards nécessaires.
Soit on allonge la durée, soit on décale l'âge, soit on augmente les cotisations, soit on baisse les pensions. Le choix est vite fait, n'est-ce pas? Surtout quand on ne consulte pas les principaux intéressés. Et que dire de cet enfer bureaucratique français, ce monstre à 100 milliards par an qui étouffe le pays? Notre président se retrouve totalement dans la volonté de simplifier. Après 8 ans de mandat, on en est encore à la volonté. Il veut un versement social unique, une solidarité à la source. On applaudit des deux mains. Mais quand? Quand cette folie normative prendra-t-elle fin? Les Français, eux, continuent de se noyer sous la paperasse. La sécurité, autre serpent de mer, le trafic de drogue, une épidémie, un fléau, selon les mots mêmes du président. Un maire désespéré lui décrit des dealers qui paradent en plein jour devant un commissariat ou une école maternelle. La réponse: s'il n'y a pas de consommateurs, il n'y a pas de trafiquants. Brillant. Et pendant qu'on culpabilise le petit fumeur de joint, on nous promet de s'attaquer aux têtes de réseau. On va calquer sur la criminalité organisée et la drogue ce qu'on a fait sur le terrorisme. De grandes ambitions, encore une fois. Mais les maires, eux, réclament plus de pouvoir pour leur police municipale. Le président souhaite que le gouvernement puisse prendre une loi. Des souhaits, toujours des souhaits. Et les places de prison, sur 15 000 promises, à peine 5 000 livrées, les autres sont en projet. Il faut, paraît-il, 7 ans pour construire une prison. Alors, en attendant, solution miracle. Oui, et oui, on louera si besoin des places de prison là où sont disponibles. Il n'y a pas de tabou là-dessus. On croit rêver. Délocaliser nos prisonniers, voilà le nouveau génie français. L'immigration, ce sujet qui fâche tant. Un maire lui lance 500 000 personnes qui rentrent légalement chaque année en France, car c'est trop. On les accueille pas bien, il n'y a pas d'intégration. Le président répond qu'on est un pays qui a besoin d'immigration, mais qu'on veut la contrôler. Un équilibre délicat, surtout quand on voit les difficultés à appliquer les OQTF, ces fameuses obligations de quitter le territoire. Un autre maire évoque le mariage des personnes sous OQTF. Le président pense qu'il faut faire évoluer notre droit, lapsus révélateur ou simple fatigue. En étant très respectueux, mais en étant conscient de ce que nous devons à nos compatriotes. Bref, on navigue à vue, comme d'habitude. Et nos jeunes? La chair à canon de la précarité. Près de la moitié des pauvres ont moins de 30 ans. Un jeune sur 4 ne mange pas à sa faim. 5 millions de jeunes qui vivent encore chez leurs parents. 1,3 million de jeunes qui travaillent ne peuvent pas se loger seuls. Des chiffres qui donnent le vertige. Aujourd'hui, il vaut mieux hériter que mériter, assène un interlocuteur. Que répond le président, qu'il a essayé de faire le contraire, d'investir dans l'école. Il reconnaît que le logement dans les grandes villes a beaucoup augmenté et que la vraie injustice, elle est là. Une injustice qu'il constate, mais qu'il ne semble pas en mesure de résoudre. L'écologie, passage obligé. Comment on fait pour que l'écologie ne rend pas plus vulnérables les gens qui sont déjà vulnérables, demande quelqu'un. Bonne question. Le président se félicite d'avoir doublé la réduction des émissions de CO2, puis de l'avoir encore augmentée. Il promet d'interdire la pêche au chalut dans certaines aires marines protégées. Dans les zones où il y a un danger, là, on va mettre le holà, c'est concerté, c'est étudié, c'est partagé, c'est scientifique. Des mots rassurants, mais qui sonnent comme une énième promesse dont on attendra la concrétisation. Au moins, sur l'extraction dans les grands fonds marins, la position est claire. Pas d'extraction, nous, on est contre. Une lueur d'espoir. Alors, au terme de ce grand oral, que reste-t-il? Des promesses, beaucoup, des justifications, à foison. Des aveux d'impuissance déguisés en volonté de faire. Le président se dit fier de la reconstruction de Notre-Dame, de l'organisation des Jeux Olympiques, des succès indéniables. Il croit dans l'innovation, l'intelligence artificielle, mais cela suffira-t-il à masquer les fractures béantes d'un pays inquiet? Il a conclu, en lisant un engagement écrit, « Restez libre, une armée plus forte, une économie plus indépendante, une jeunesse protégée et éduquée, nous y arriverons. » Nous y arriverons. Ces deux mots résonnent étrangement après 8 ans de pouvoir. 2 années lui restent pour transformer cette incantation en réalité. 2 années pour convaincre des Français de plus en plus sceptiques, voire cyniques. Le compte à rebours est lancé et la question n'est plus de savoir s'il y arrivera, mais si les Français y croient encore. Bonne soirée à tous et surtout, gardez votre esprit critique. Il est plus précieux que jamais.